Alors, bonsoir à tous les participants. Merci d'avoir pris un peu de votre temps pour ce petit moment d'échange sur un sujet qui est vraiment d'actualité. Et on va essayer d'échanger sur le plan de continuité des activités à l'ère du Covid, à l'ère du Covid-19 qui sévit le monde entier. Et nous tous, on voit et apprécie l'impact que cela a dans nos vies quotidiennes et les activités de nos différentes entreprises. Donc, comme Gilbert l'a dit, je suis Alain Kéruté. Je suis consultant dans le domaine des systèmes d'information bancaire. Ça fait plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans ce cas-là, dans ce domaine-là. Donc, on va, dans le cadre de notre présentation, échanger donc, à travers cet agenda, où dans un premier temps, on va essayer d'introduire le sujet sur la continuité de l'activité. Dans un deuxième premier temps, on parlera un peu du système de management de continuité d'activité. Dans un troisième temps, on parlera du plan de continuité d'activité proprement dit. On évoquera en quatrième position la différence qui existe entre le plan de continuité d'activité et le système de management de continuité d'activité. On va faire une brève introduction sur la norme ISO 22300 qui supporte cette activité, qui supporte les problématiques de continuité d'activité. Et pour terminer, en sixième point, on va nécessairement échanger à travers les différentes questions qui pourraient, n'est-ce pas, être posées. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le développement de notre agenda. Donc, comme vous le savez, la vie des entreprises est très souvent confrontée par de multiples risques, que ce soit internes ou externes. Donc, ces risques qui peuvent, n'est-ce pas, émaner de certaines situations, comme par exemple les cyberattaques ou les catastrophes naturelles, ou même encore les pannes électriques, ou les actions revendicatrices, ou encore même les erreurs humaines et même les problèmes de pandémie et bien d'autres. Donc, ces risques, comme on l'a dit, peuvent potentiellement interrompre gravement les opérations commerciales de l'entreprise. Et donc, aujourd'hui, aucune entreprise ou organisation ne souhaite, n'est-ce pas, voir ses fonctions critiques interrompues et donc voir être empêché d'accéder, par exemple, aux informations essentielles. Donc, d'où l'impérativité de mettre en place un système qui puisse, en quelque sorte, maintenir les fonctions opérationnelles commerciales de l'entreprise lorsque ces incidents se réalisent ou se produisent. Et donc, pour y parvenir, il est question pour l'entreprise de mettre sur pied un plan de continuité des activités et qui va permettre donc, qui sera donc planifié, va permettre de tester la continuité de ces opérations en cas d'interruption en cas d'interruption non planifiée. Donc, le plan de continuité, encore appelé PCA, est essentiel, n'est-ce pas, pour la suivi, n'est-ce pas, des organisations en cas de perturbation ou d'interruption de ces activités, comme ce que nous vivons actuellement, par exemple le cas du Covid. On voit bien que à l'occasion du Covid, on a des entreprises qui ont carrément fermé, d'autres qui fonctionnent simplement à 10%. Donc, les pourcentages de fonctionnement sont par niveau en fonction des secteurs. Je prendrai simplement le secteur du tourisme est carrément à plat, par exemple. Le secteur de la banque est touché parce qu'après tout, les gens font quand même des opérations de banque. Ils sont quand même touchés à hauteur de 10%.
Parce que nous sommes tout au long plus avec les banques, on voit un peu les tendances à leur niveau. Donc, ils sont touchés entre 10 et 15%. On a des secteurs d'activité qui aujourd'hui vraiment sont totalement en arrêt. Donc, les entreprises vont de plus en plus procéder à la mise en place des mesures de continuité qui va être essentielle à leur suivi en ce moment-là où, au moment où ce genre de risques surviennent. Donc, la mise en œuvre de ce système de management de continuité d'activité est un moyen plus complet de garantir que l'organisation retourne au business as usual le plus rapidement possible en cas de perturbation. Donc, la mise en place d'un système de management de continuité d'activité va sécuriser l'activité de l'entreprise de manière à ce qu'il y ait une reprise rapide en cas de perturbation éventuelle. Et donc, cette activité de management de continuité des activités est supportée par la norme ISO 22301 qui définit les spécifications d'un système de management de continuité d'activité conforme aux meilleures pratiques. Donc, cette norme indique simplement les meilleures pratiques lorsqu'on veut prendre en charge les problématiques de management de continuité d'activité dans une organisation ou dans une entreprise. Donc, c'est quoi le management de la continuité d'activité? C'est simplement un processus par lequel une organisation se prépare à des futurs incidents qui pourraient, n'est-ce pas, compromettre les missions principales de l'organisation et sa visibilité. Donc, généralement, ces incidents comprennent des événements locaux comme des incendies des bâtiments, des événements régionaux, comme des tremblements de terre ou des événements à l'échelle nationale et internationale, ou encore des pandémies. Donc, la prise en charge du management de la continuité des activités obéit, n'est-ce pas, à un canevas standard qui s'articule sur 8 points, sur 8 axes. Et donc, le premier axe, c'est le soutien de la direction générale. Donc, ici, la direction générale doit être la plus interpellée. Et son soutien, on attend son soutien dans cette action dans le cadre de la mise en place des ressources humaines, des ressources matérielles et même financières pour pouvoir implémenter le management de la continuité des activités. Ensuite, on va identifier et évaluer les risques. Donc, naturellement, il va être question ici de faire un inventaire des risques en fonction du type de business de l'entreprise. On va évaluer les risques potentiels et à travers ces risques potentiels, on va maintenant faire ce qu'on appelle le bilan des impacts sur les activités. Là, on est sur le troisième point. C'est à travers ce bilan qu'on va pouvoir mesurer le poids des différents risques et voir les risques qui sont potentiels pour notre organisation. Les risques pour lesquels, si jamais ils se réalisent, nous sommes véritablement en difficulté. Donc ensuite, après avoir fait l'analyse d'impact, le bilan des impacts sur les activités, on va très rapidement réfléchir sur comment mettre sur pied une stratégie de continuité au cas où, une continuité de reprise, au cas où ces risques se réaliseraient. Donc, il faudra mettre cette stratégie sur pied pour que cette stratégie soit connue et évaluée. Donc, et ensuite, en cinquième point, on va donc établir le plan de continuité des affaires associé donc à tous ces risques qu'on aurait identifiés au préalable. Et lorsque le plan sera établi et mis sur pied, on aura en sixième point une phase de sensibilisation. Parce que là, dans une organisation, il faut sensibiliser les uns et les autres sur
le travail sur la continuité n'est pas un travail qui va se faire en vase clos. Il faut donc que les gens soient informés sur la nature des risques potentiels qui ont été identifiés et les différentes actions en termes d'actions correctives au cas où ce risque se réaliserait. Donc, cela passe par la sensibilisation et la formation. Bien entendu, avant de sensibiliser et de former, il y a des gens, il y a des ressources qui sont impliquées dans la réponse, ou le plan de réponse, du risque. Donc, cela doit être sensibilisé et d'autres devraient être formés, tout simplement. Et donc, en 7e point, exercice et tests. Donc, évidemment, dans le plan de continuité qui aura été mis sur pied, en fonction de la nature des risques qu'on prévoit ou qu'on estime qu'on pourrait avoir, l'entreprise devait se dire une fois que peut-être une fois tous les ans, une ou deux fois tous les ans, on devait pouvoir faire les tests. C'est-à-dire qu'on se comporte, on choisit un jour de l'année, 1 ou 2 jours de l'année où on se dit, nous démarrons nos activités comme si nous avons eu tel incident. Et à travers ça, on déroule le plan de réponse à cet incident qui a été prévu dans le plan de continuité de l'activité. Et donc, en le faisant évidemment, ensuite au 8e point qui nous permet d'assurer la maintenance de ce plan-là, la maintenance et la mise à jour. Vous savez, dans une organisation vit, il y a des choses nouvelles, il y a des choses qui changent, il y a des processus qui changent, des processus métiers qui changent. Il faut que tous ces changements soient pris en compte vis-à-vis du plan de continuité d'activité. Donc, c'est pour ça qu'il faut de la maintenance et de la mise à jour. Donc, on parlait du soutien de la direction. Donc, la direction doit soutenir une initiative pour préparer et maintenir l'application, pour appliquer correctement le plan de continuité et en affectant les ressources, on l'a dit, et les personnes et le budget adéquat. Donc, on va passer à l'identification en 2e point et identification et évaluation des risques. Alors, les risques potentiels dus à des menaces telles que les incidents et inondations doivent être identifiés et la probabilité de l'impact potentiel sur l'entreprise doit être déterminée. Donc, cela doit être fait sur tous les sites de l'entreprise et au niveau du siège. Donc, on ne doit pas ici oublier un des sites. Le plan de continuité doit couvrir tout l'espace, tout l'environnement de l'entreprise. D'où l'identification des risques doit être par rapport à tout l'environnement de l'entreprise. Si l'entreprise a des unités fonctionnelles, que ce soit sur le plan national ou international, tout cela doit être pris en compte. Dans le bilan d'impact sur les activités, ce bilan d'impact est très important parce qu'il permet d'analyser les impacts dans le temps d'une perturbation sur l'organisation. Donc, son résultat est un inventaire des processus opérationnels essentiels et les exigences de continuité d'activité et leur justification. Donc, ici, à travers ce bilan, normalement, lorsqu'il est fait, il est produit et mis à la disposition de la direction de l'entreprise qui maintenant voit et apprécie quels sont les différents risques pour lesquels nous pouvons réellement être impactés et quelle est la nature de l'impact que ça peut avoir sur notre activité. Et en fonction de ça, il faudra des orientations conséquentes. Je tiens ici à rappeler que la direction de l'entreprise reste responsable de toutes les problématiques des risques de l'entreprise. Donc, d'où le système de management de continuité des activités doit être un système qui
et qui est inclus dans la stratégie même de l'entreprise. Donc, ça doit être vu au plus haut niveau de l'entreprise. Donc, au quatrième axe, la stratégie de continuité de reprise. Celle-ci aborde les grandes lignes, mais soit de ce qui sera fait, les personnes et les ressources qui seront allouées pour permettre la continuité et la reprise des processus opérationnels essentiels. Donc, par exemple, en cas de survenance d'un de ces risques, dans les services qui peut interrompre les activités, dans le plan qui a été mis dans le plan de continuité d'affaires, en fonction du type de business, bien entendu, parce que le plan de continuité d'activité d'une entreprise A n'est pas forcément le même plan qu'une entreprise B. C'est des choses qui s'analysent en fonction du business, en fonction du type d'activité de l'entreprise. Donc, en cinquième point, établir le plan de continuité des activités. Donc ici, le plan de continuité va contenir les informations documentées servant de guide à un organisme pour répondre à une perturbation et reprendre, et rétablir et restaurer la livraison des produits, des fournitures, des services en cohérence avec ses objectifs de continuité d'activité. Donc, la phase de sensibilisation, c'est éduquer et sensibiliser toutes les parties prenantes au programme de management de continuité d'activité. Et le plan de continuité d'activité sont essentiellement à l'exécution du plan. Donc, au niveau des exercices et tests, les employés doivent participer à des exercices de tests réguliers afin de déterminer l'efficacité du programme, du management de continuité et les plans de continuité d'affaires. Donc, quand je parlais d'exercice, pour parler d'exercice, ça veut dire que, comme je l'ai dit tantôt, on va identifier, on va désigner 2 ou 3 jours dans l'année pour pouvoir exécuter, c'est-à-dire se mettre en mode simulation. Ça peut être, voilà, ça peut être par exemple qu'on a une interruption de lumière pour toute une journée de travail. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas capable de travailler parce qu'il n'y a pas d'électricité. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le plan de continuité de l'entreprise prévoit? Donc, tout ce qui aura été édicté dans le plan de continuité, nous allons ce jour-là l'exécuter pour pouvoir l'évaluer et voir si effectivement, si en mode réel, si effectivement on se retrouve dans une situation pareille, est-ce qu'effectivement notre plan devait pouvoir tenir? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à revoir dans le plan? Donc, ce genre d'exercice va permettre simplement à ce qu'on puisse éprouver le plan qui a été édicté ou défini dans le plan de continuité d'activité. Et en cas dans cet exercice-là, il peut arriver qu'on constate effectivement qu'il faille faire des modifications, qu'il faille faire des mises à jour. La maintenance, donc c'est la capacité et la documentation du business continuity management, donc qui doivent être régulièrement mises à jour pour garantir l'efficacité et l'alignement sur les priorités commerciales de l'organisation. C'est ce qu'on venait de dire tantôt. Donc, tout ce plan, tout cela doit être mis à jour parce que l'entreprise évolue, les choses changent, les processus changent. Il y a parfois l'entrée des nouveaux produits, des nouveaux services qui impliquent les nouveaux processus métiers qui doivent être mis sur pied dans l'entreprise. Alors, est-ce que ces nouveaux processus métiers qui sont mis sur pied dans l'entreprise sont, je veux dire, le plan, est-ce que l'actuel plan de continuité d'activité intègre ces nouveaux processus qui viennent d'être mis sur pied dans l'entreprise? Donc, on doit veiller à tout ça pour qu'on ait toujours un plan de continuité d'activité qui est constamment à jour. Donc, le plan de continuité d'activité lui-même, il contient donc toutes les informations documentées servant de guide à un organisme pour répondre à une perturbation et reprendre, rétablir la livraison des produits, fournitures et services.
Donc, il se concentre principalement sur la préservation de la capacité d'une organisation à fonctionner en cas d'incident perturbateur, en veillant à ce que les fonctions commerciales, les fonctions critiques contenues continuent à fonctionner, même à capacité réduite. Donc, on dit aussi à capacité, on dit aussi fonctionnement en mode dégradé. Ça veut dire, par exemple, si on a une coupure de lumière toute la journée dans les bâtiments, est-ce qu'on a la capacité d'avoir un fonctionnement en mode dégradé, c'est-à-dire plutôt que d'enregistrer les clients dans notre logiciel ou dans notre base de données des clients, est-ce qu'on a prévu dans le plan de continuité d'activité un moyen de pouvoir enregistrer les clients, soit par un registre, c'est en mode dégradé, soit par un registre, ou bien si nous avons dans la ville de Douala, par exemple, 2 sites. Est-ce que l'immeuble A de la ville de Douala, qui n'a pas d'électricité, peut se faire secourir par l'immeuble B? C'est-à-dire que l'immeuble B a de l'électricité, ils sont connectés aux infrastructures. Est-ce que quand nous recevons le client sur le site A, nous pouvons faire l'enregistrement à travers une ressource qui est située au niveau du site B pour que cet enregistrement soit fait de manière automatique. Donc, est-ce qu'on a mis les processus sur pied pour pouvoir y arriver en mode dégradé? Donc, c'est ça en fait. Donc, le plan de continuité pour sa mise en place obéit et la mise en place du plan de continuité d'activité se fait en cinq étapes. Donc, la première étape, c'est l'initialisation. Et je tiens ici à rappeler que les plans de continuité, en général, en fonction des tailles des entreprises, ce sont des projets, en fonction des tailles des entreprises, ça peut bien être des tout petits projets comme ça peut être des très grands projets en fonction des tailles des entreprises. Donc, c'est des sujets assez sérieux souvent où on a des personnes dédiées qui travaillent véritablement en fonction des tailles de l'entreprise. Donc, la réalisation du PCA se fait sur 5 étapes. Donc, l'étape d'initialisation, l'étape 2 sur le bilan des impacts, l'étape 3, la stratégie de préparation au désastre, l'étape 4, développer et mettre en œuvre le plan et la maintenance en étape 5 et les tests. Donc, à l'initialisation, étape 1, on va donc se préparer à rencontrer la direction afin de partager autant que possible les problèmes et les solutions associées à l'élaboration de la planification en cas de catastrophe. Donc, pour assurer le soutien de la direction générale nécessaire au succès, donc nous devons présenter donc une approche bien pensée et démontrer un contrôle de gestion du projet. Donc, en étape 2, bilan d'impact sur les activités. Ce bilan permet de déterminer l'exposition financière et les impacts opérationnels résultant d'une perturbation majeure des services. Donc, ici, on aimerait quand même savoir, en cas de survenance d'une perturbation quelconque ou d'un risque quelconque, quel est l'impact de ce risque du point de vue financier? Parce que vous savez bien qu'il y a des risques qui peuvent se produire et que l'entreprise ferme et n'existe plus. Donc, il faut qu'on puisse, à travers ces risques-là, évaluer le niveau d'exposition financière que l'entreprise a vis-à-vis de ces risques-là. Et ce bilan aussi fournira un justificatif réel, un justificatif rationnel des coûts pour l'atténuation des risques et la reprise et la récupération et les décisions liées à la restauration des activités. Donc, il sera toujours dans ce bilan question de recueillir les données pour ce bilan d'impact des activités, examiner le résultat initial du bilan d'impact sur ces activités, donc mener des entrevues et des enquêtes approfondies,
du bilan d'impact sur les activités, identifier les processus opérationnels et systèmes informatiques sensibles. Donc, il est question ici de toujours savoir, en cas de survenance d'un risque, quelles sont les activités critiques de l'entreprise pour lesquelles ce risque peut véritablement les mettre à l'épreuve. On doit pouvoir le savoir pour pouvoir trouver la parade à ce risque. À l'étape 3, donc la stratégie de préparation aux catastrophes. Donc ici, il sera question de définir et chiffrer les alternatives de continuité d'activité, recommander une stratégie de préparation aux catastrophes, préparer le rapport de sa présentation à la direction, obtenir l'approbation de la stratégie de préparation aux catastrophes. Donc, comme je vous l'ai dit, la direction générale est responsable de tout ça. Donc, lorsqu'on a préparé, lorsqu'on a fait, on a défini, on a chiffré toutes les alternatives de continuité. Et lorsqu'on a pu faire toutes les recommandations de réponse en termes de stratégie de réponse, on doit donc consigner tout ça à travers un rapport qui doit être soumis à la direction. Et c'est au niveau de la direction générale que nous donnerons la conduite à tenir vis-à-vis de cette analyse ou ce rapport-là. Donc, étape 4, il faut développer et mettre en œuvre le plan. Donc, ici, il sera question de définir la portée et le nombre de plans de continuité d'activité. Ici, pourquoi nombre de plans de continuité d'activité? Parce qu'il peut y avoir plusieurs plans, puisque dans le système de management de continuité d'activité, on définit un certain nombre de choses. On définit un certain nombre de choses, mais là-dedans, on peut avoir plusieurs plans de continuité d'activité lorsqu'on voudrait bien répondre à ces problématiques de risque de rupture dans le business. Donc, élaborer une demande de proposition pour un site alternatif, définir l'organisation de l'équipe du plan de continuité d'activité, organiser les réunions initiales avec les équipes, organiser les données du plan, organiser les réunions périodiques avec les équipes, identifier les tâches et procédures des équipes et examiner des documents du plan. Donc, on voit bien que tout ça doit être coordonné par une personne. Donc, ce projet doit être pris en charge ou pris en compte par une personne nommément désignée qui sera le chef de ce projet. La personne sera normalement désignée par la direction générale et c'est cette personne qui va porter le projet, c'est cette personne qui va faire les plans, organiser les réunions périodiques, etc., etc. Et voilà, et puis maintenant communiquer en termes de rapport avec la direction générale. La maintenance en étape 5, maintenance et tests. Donc, on va établir le programme de tests du plan. Donc, je l'ai dit tantôt. Donc, on doit établir les exigences en matière de formation pour les parties prenantes. Parce que, je prends un exemple. En cas d'incendie dans une entreprise, si vous avez mis les extincteurs un peu partout dans les couloirs et que les gens n'ont pas été formés pour l'utiliser, en cas d'incendie, bien évidemment, on verra bien qu'on aura de gros soucis. Il n'y aura pas une réactivité à ce niveau-là. Et même quand bien les gens sont formés, dans le plan de continuité d'activité, il est bien dit, il est normalement indiqué qu'en cas d'incendie, voici le ou les personnes censées être capables ou qui ont reçu la formation et ils sont capables d'aller, n'est-ce pas, déclencher le processus pour utiliser les extincteurs. Mais tout ça, ça se fait de manière vraiment coordonnée. Ce n'est pas du désordre. C'est pour ça qu'on fait des tests à l'avance. On fait des tests pour faire des simulations, pour s'assurer que est-ce que les gens comprennent le mécanisme au cas où l'incident se réaliserait. Est-ce que les gens comprennent le mécanisme? Est-ce qu'ils sont capables d'exécuter tout ce qui a été indiqué dans le plan? Donc, on va donc simuler des exercices d'interruption et tester le plan de continuité, mettre à jour et affiner le plan régulièrement. Donc,
travers ces exercices, il peut bien arriver que le rapport d'exercice nous montre qu'on a connu une défaillance pour une raison ou pour une autre. Peut-être qu'il y avait un aspect nouveau qu'il n'y avait pas avant, qu'on n'avait pas pris en compte dans le plan. Cette fois-là, il faut mettre le plan de continuité à jour. Et pour les prochains tests, on va réévaluer les nouvelles dispositions. Donc maintenant, on va parler un peu de la différence entre le plan de continuité et le système de management de continuité d'activité. Deux notions qui peuvent vraiment se confondre, mais une des choses principales à retenir ici, c'est de dire que le plan de continuité d'activité est un sous-ensemble du système de management de la continuité d'activité. Parce que le système de management de la continuité d'activité est basé est au plus haut niveau. Donc, il est vraiment au niveau stratégique. Je veux dire que quand il est au niveau stratégique, ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on parle de la stratégie de l'entreprise, on doit intégrer le système de management de continuité des activités. C'est une rubrique qui ne doit pas manquer, qui ne devrait pas manquer. C'est vrai qu'en fonction des tailles des organisations, vous pourrez trouver certaines organisations qui n'ont pas ce système-là, mais ils vous diront peut-être que nous, on a un petit plan, on a un PCA. Ils vous diront peut-être que nous, on a un PCA, mais on n'a pas ça. Mais la règle, c'est qu'en fait, lorsqu'on établit, on travaille, on réfléchit sur la stratégie de l'entreprise, elle doit inclure le système de management de continuité d'activité. Donc, le PCA, lui, les PCA sont au cœur, n'est-ce pas, de tout système de management, tout système de management de continuité d'activité. Il enregistre donc les actions que les organisations prendront en réponse à tout incident menaçant les activités clés. Par contre, le système de management de continuité d'activité est basé sur l'analyse, testé régulièrement. Il nécessite un management régulier et des mises à jour, la sensibilisation à l'échelle de l'organisation ancrée dans la culture et déployée dans toute l'entreprise. Donc, elle inclut bien évidemment les PCA, les plans de continuité d'activité de l'organisation. Donc, un petit mot sur la norme ISO 22301 elle-même. Alors, cette norme, elle supporte, c'est elle qui supporte les problématiques de continuité d'activité. C'est pour dire que lorsqu'on prend en charge ce sujet, on doit travailler suivant les règles de l'art édictées par cette norme 22301. Donc, cette norme spécifie les exigences pour mettre en œuvre, maintenir et améliorer le système de management afin de se protéger contre les perturbations, réduire les vraisemblances de leur surveillance, s'y préparer et y répondre et de rétablir lorsqu'elles se produisent. Donc, autrement dit, lorsqu'un incident se réalise, on doit pouvoir faire en sorte que l'activité puisse continuer, même si elle continue à mode dégradé, mais on doit pouvoir éviter l'arrêt du business. Donc, et ce faisant, on se prépare aussi à ce qu'il y ait une reprise de l'activité comme cela était avant. Donc, les exigences spécifiées dans la norme ISO 22301 sont génériques et prévues pour être applicables à toutes les organisations ou à des parties de ceux-ci, donc indépendamment du type, de la taille et de la nature de l'organisation. Donc, autrement dit, ici, cette norme s'applique à n'importe quel genre d'entreprise, quel qu'en soit le secteur d'activité. Donc, elle s'applique à tous les types, de toutes les tailles d'organisation qui mettent en œuvre et maintiennent et améliorent le système de management de continuité d'activité, qui cherchent à assurer la conformité et la politique de continuité d'activité déclarée
et donc ont besoin d'être aptes à poursuivre la livraison des produits, des fournitures, des services et un niveau de capacité acceptable et préalablement défini au temps durant une perturbation. Donc, il y a aussi la recherche d'améliorer leur résilience à travers l'application efficace du système de management de continuité d'activité. Donc, il faut dire que cette norme ISO 22301 s'appuie sur le cycle PDCA, qui est en d'autres termes appelé la route de Deming, ici, qui se déroule sur 3 axes, sur 4 axes autant pour moi. Donc, planifier, développer, contrôler et ajuster. Donc, planifier, on aura planifié toutes les actions à mener. Après, bien entendu, avoir identifié tous les risques et les réponses liées aux risques. On va donc développer, ensuite contrôler et ajuster. Et en cas d'ajustement, les ajustements sont liés simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, tantôt, les ajustements sont liés au fait que on a pu dérouler le plan, on a vu des incohérences nouvelles et on est obligé de s'ajuster. Et donc, l'ajustement suppose que le plan sera mis à jour. Et lorsque le plan est mis à jour, on est capable à nouveau de le développer. Donc, c'est la route de Deming traduit, n'est-ce pas, le mécanisme d'élaboration continue. Donc, c'est un cycle qui est suffisamment vertueux, on va dire quoi, c'est sauter au recul au fur et à mesure qu'on ait mis sur pied les outils nécessaires pour pouvoir à chaque niveau contrôler ce qui se passe. Donc voilà, j'ai terminé un peu avec la petite présentation et je laisse la place à quelques questions. Merci beaucoup, Alain. Je prie tous ceux qui ont des questions d'écrire dans la salle de chat. Si vous regardez sur le côté droit au-dessus de votre écran, il y a une petite salle de chat. Vous mettez votre nom là et je vais vous appeler. Comme ça, il y aura un certain ordre pour poser des questions. Vous mettez votre nom et je vais vous appeler. Vous allez débloquer votre micro et poser votre question. Ou si vous n'avez pas de micro, vous pouvez saisir votre question dans la boîte de chat et je le lirai et M. Kelouté va se faire un plaisir de vous répondre. Merci. Silence. Je présume donc qu'il n'y a peut-être pas de questions. On va encore donner quelques secondes pour voir s'il y a une question avant de mettre fin à la conférence. Alors, nous avons une question qui vient. Guy Atou a une question. On passe d'abord à Guy et ensuite on va poser la question de Catherine. Guy, à toi. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. On t'entend très bien, oui, Guy. Guy, on t'entend très bien. D'accord. Donc, si je comprends bien, le système de management est constitué de plusieurs PCA, de plusieurs plans de continuité d'activité. Est-ce qu'il s'agit, si je comprends bien, des différents services de l'organisme, c'est-à-dire qu'il y aura un plan de continuité d'activité pour l'informatique à part, un plan de continuité d'activité pour la comptabilité à part, et ainsi de suite, pour pouvoir constituer maintenant le système de management de continuité d'activité.
J'espère que ma question est assez claire. D'accord. Oui, oui, ta question est assez claire, Guy. Oui. Ok, merci pour ta question. Non, en fait, on a dit simplement que il peut y avoir plusieurs plans en fonction des organisations. On peut avoir plusieurs plans de continuité. Il peut y avoir des organisations où vous avez un seul plan. Comme je l'ai dit, les organisations n'ont pas les mêmes types d'activités, n'ont pas les mêmes environnements, n'ont pas les mêmes contraintes. Et comme je le disais, un plan d'une activité, un plan de continuité pour une entreprise A peut ne pas être le même plan pour une entreprise B. Donc, on ne fera pas du copier-coller. Parce que chaque entreprise, en fonction de son business, a ses réalités. Et c'est pour ça qu'il faut cette phase d'analyse des. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord identifier les risques, parce que, encore même, que ce n'est pas parce que, je dis bien, ce n'est pas parce que nous sommes tous, je donne un exemple, ce n'est pas parce que nous sommes tous des entreprises qu'on appelle banques qu'on a le même type de risques. On est d'accord? Voilà. On peut croire que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a des risques similaires, mais il y a des risques qui sont chez une banque X, mais qui ne se retrouvent pas chez une banque Y. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est qu'en fait, lorsqu'on fait l'analyse des risques d'une banque A ou une banque B, à un moment donné, il y a le management. On a dit tout à l'heure qu'on va faire un rapport de tous ces risques, on va remettre au manager. Nous, dans le cadre du travail du plan de continuité, on peut se dire qu'on a identifié un risque qui pour nous est prépondérant, mais au niveau du management, parce que c'est eux qui sont responsables, ils vont vous dire pour ce risque-là, le plan-là, on ne va pas l'exécuter, voilà plutôt ce qu'on peut faire. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, du coup, puisque j'ai pris l'exemple sur deux banques, banque A et banque B, du coup, vous voyez que on sort de là avec un même risque identifié dans deux organisations de même secteur d'activité, mais qui ne sont pas prises du point de vue management de la même façon. Vous comprenez un peu? Oui, très bien, très bien. Voilà, donc c'est ça. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Oui, j'ai eu ma réponse. Merci beaucoup. D'accord. Alors, il y a Catherine qui voudrait savoir si nous aurons les slides de présentation. Alain, je crois que c'est oui, nous pouvons les donner les slides, mais je parle sous ton contrôle. Ce sont tes slides. Oui, on peut. Oui, les slides peuvent être partagés. Il n'y a pas de souci. Merci. Et il y a M. Basilikin qui a une question sur la taille minimale de l'organisation. Monsieur Basilikin, si vous nous entendez, Jacques? Oui. Allez-y. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, donc ma question sur la problématique de la taille. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une taille minimale? Et est-ce que, en fonction de l'autre côté, si la structure est vraiment costaud, il faut faire tout un département, un département dédié à l'activité, à la gestion du plan du PCA. D'accord, si j'ai bien compris votre question, vous voulez savoir si a priori il y a une taille minimale pour laquelle on peut se dire que le PCA est pris en charge ou pas. Effectivement. Donc en fait, vous conviendrez avec moi que si quelqu'un a sa petite entité, je prends un exemple simple, hein, on va le dire comme ça. Simple, j'ai un ami qui a comment vous appelez ça? Il a un prêt-à-porter au niveau d'Aqua. Et je lui ai souvent dit, mais mon cher, il faut prendre une assurance. Moi, j'ai vu les incendies pas loin de toi, là. Il y a eu 2 fois, 3 fois. Mais toi, prends une assurance incendie, tout au moins, si demain ça t'arrive. Bon, vous voyez, le prêt-à-porter, bon, vous voyez, la taille est vraiment petite. Vous comprenez?
Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de risques. Je viens d'évoquer l'incendie. Vous comprenez un peu? Ouais, ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas de risques. Il y a toujours des risques. Mais bon, peut-être qu'on ne déploie pas tout l'arsenal du PCA. Mais quand je dis à cet ami que dans l'assurance pour l'incendie, ton activité là, si c'est les habits, si le feu brûle là, tout est en l'air. Il faut au moins l'assurance pour t'aider à refaire la boutique. Donc, quand on dit ça, c'est déjà un risque identifié et on essaye de trouver la solution, la parade à ce risque-là. Bon, maintenant, si je remonte à une échelle, bon, une entreprise qui produit ou bien qui fabrique du savon, une entreprise qui fabrique du savon, en ce moment-là, ça devient plus sérieux. Les problématiques des risques, ça devient plus sérieux. Donc, il faut une entité, même si ce n'est pas son travail au quotidien, mais il faut une entité qui va pouvoir gérer la problématique du plan de continuité d'activité. Donc, plus l'activité est grande, on dit plus on est grand, plus le risque est élevé, plus. Donc vous voyez les pertes en termes, j'ai pris l'exemple, le prêt-à-porter, j'ai pris le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, c'est un incendie, va te dire, bon, j'ai 15 ou 20 millions, mais si la savonnerie se brûle, ça, on ne parle pas de 15 millions pour la savonnerie. On ne parlera pas de 15 millions. Il y a plein de risques. Si l'entreprise ferme, beaucoup de gens vont aller au quartier. Il y a plein de risques, il y a plein de choses à évaluer. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, merci. D'accord. Et je crois, Alain, juste pour ajouter un peu sur ce point-là, je pense que vous avez parlé tout à l'heure de réaliser le bilan d'impact sur les activités. Je crois que quand peu importe la taille de l'organisation, le fait de réaliser le bilan d'impact sur les activités implique de regarder et comprendre les risques. Et je prends peut-être l'exemple qu'Alain vient de donner sur le prêt-à-porter et l'assurance. La question, c'est que quel type d'assurance on va prendre, parce que les assurances varient en fonction du risque qui est couvert. Et donc, c'est quand on fera le bilan d'impact sur le risque, on va le bilan d'impact sur les activités, on va évaluer le risque et on va se dire, OK, voilà notre stratégie de continuité d'activité. Il faut aller prendre tel type d'assurance et il faut aller prendre tel type d'assurance. Voilà ce qu'on doit protéger et voilà ce qu'on peut s'en passer. Si ça se brûle ou si ça se garde, OK, ça va. On peut recommencer, il n'y a pas de problème. Donc, il est important de faire ce bilan d'impact sur les activités et se dire quelles sont les activités qui sont critiques ou vraiment s'il n'y a pas cette activité-là, on est foutu. Et on mettra une stratégie de continuité pour cette activité-là. Il y a d'autres activités où on dira, ben écoute, sans ça, la vie continue. Et donc, ça permet à l'entreprise de ne pas trop dépenser sur un plan de continuité d'activité, mais d'avoir un plan qui est en adéquation avec sa taille, le contexte de l'organisation et les activités de l'organisation. Et donc, les plans, comme Alain a dit tout à l'heure, varient d'une entreprise à une autre en fonction du contexte, en fonction de l'industrie, en fonction de la taille et en fonction même des objectifs stratégiques de l'entreprise. Bien. Il y a M. Roland Yanou qui a une question. Roland? Bonsoir à tous. Bonsoir, Roland. Bonsoir, Roland. Je suis venu au milieu, je ne vais pas dire au milieu de la présentation, je suis venu vers le tout début, mais je crois que j'ai raté le premier slide. J'ai trouvé le second. Merci déjà pour la présentation qui est très instructive. Ma préoccupation se porte au niveau des entreprises qui font actuellement dans le secteur de l'aviation et des voyages. Comment est-ce que on applique ce genre de cas à, disons, une agence de voyage qui fait dans les billets d'avion et qui a peut-être pour activité, Monsieur Alain parlait tout à l'heure d'un produit qui est en train de monter, par exemple, c'est-à-dire que ça fait pas longtemps que le produit a été inséré et qui, par exemple, a comme pour seconde activité les métiers du web. Maintenant, nous savons tous quelle crise au niveau des transports et avec tout ce que représente la fermeture des frontières sur l'aviation, comment gérer une continuité en sachant que l'activité première était celle effectivement
de la billetterie et sachant que ces revenus supportaient en majeure partie le fonctionnement de l'entreprise, sachant pour que les métiers web se développent. C'est-à-dire que, par exemple, effectivement, les métiers web, on le vend en poupe, ça va être le cas présentement, avec tout ce qui est formation à distance et tout ça. Mais il y a des salariés, tant du côté billetterie que du côté métier web, qui sont là et dont en réalité les revenus étaient supportés de façon majoritaire sur les revenus de l'aviation qui étaient assez conséquents pour supporter le développement. Maintenant, on est dans une situation où on veut basculer, mais la bascule est, je vais dire, branlante. Comment est-ce qu'on organise un plan de continuité? Je pense que ça, c'est mon cas pratique. Oui, si j'ai bien compris hein, le problème, tu Oui, as bien indiqué que c'est une entreprise qui fait ou délivrer les billets de voyage, c'est ça? voilà, billet d'avion. Les billets d'avion, voilà. Ouais. Vous délivrez les billets d'avion. Donc, c'est une Oui. agence de voyage. Une agence de voyage. Voilà. Donc, une agence de voyage, c'est normalement l'agence de voyage comment dire, est une partie prenante du plan de continuité parce que vous êtes agent de voyage comme bien d'autres, n'est-ce pas? Oui. Oui, vous êtes nombreux comme ça. Donc, ça veut dire que l'organisme, qui est votre organisme partenaire, votre organisme partenaire a un plan de continuité qui vous inclut, forcément. Il a un plan de continuité qui vous inclut. Vous êtes dedans parce que vous êtes des parties prenantes de son plan de continuité. OK. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, c'est qu'en fait, les gens ne voyagent plus. Et on n'achète plus les billets. Donc, Voilà. le business lui-même est en arrêt, en fait, pour dire vrai, le business est lui-même en arrêt. C'est-à-dire que même si tu as une plateforme de je ne sais quoi, mais si le client ne vient pas, Voilà. Voilà. tu C'est le clair. Si Je le peux client ne ajouter vient pas, quelque tu chose. vends ça. Oui, oui, Gilbert. Oui, Roland, il y a une vérité qu'il faut mettre là. C'est qu'il y a des activités pour lesquelles on ne peut pas prévoir la catastrophe. C'est aussi simple que ça. Vous êtes agent de voyage, vous travaillez, vous êtes fournisseur en réalité d'une compagnie de voyage. D'un Et si système. la compagnie, voilà, d'un système des compagnies de voyage, dont vous travaillez peut-être Voilà. avec Amadeus ou avec Sabre, vous Voilà, fournissez des avec billets autant que d'avion possible. ABC, etc. Mais ils vont voyager par Air France, par Cameco, ou je sais pas, par Brussels C'est Airlines. clair. Mais Voilà. si toutes ces agences-là arrêtent, peu importe le plan de continuité d'activité que vous avez, vous allez arrêter parce que vous n'allez pas prendre. Voilà. Maintenant, en fonction de la criticité, moi j'ai vu des sociétés ici en Angleterre qui, connaissant ce problème-là, ont décidé que, parce que le business de billetterie était très important pour eux, ils vont monter en charge et être des partenaires. Maintenant, ce n'est pas ce que moi je dis dans votre cas, parce que c'est un peu compliqué, mais nous voyons des sociétés comme Thomas Cook ou beaucoup d'autres sociétés dans ce domaine-là qui sont carrément, qui sont montées en charge, qui ont prévu cela depuis une dizaine d'années dans leur planning et qui sont donc passés pour être en quelque sorte des compagnies d'aériens en sourdine en réalité. C'est-à-dire, ils peuvent louer des avions, ils peuvent faire voyager des gens, mais même ça, il y a des limites parce que quand on ferme les frontières, vous pouvez avoir Voilà. tous les avions du monde, mais vous n'allez pas atterrir. Donc, Voilà. grosso modo, ce que je veux dire, c'est que il y a des activités et il y a des problématiques et il y a des catastrophes, il y a des risques pour lesquels on n'y peut rien. Et dans ce cas-là, votre plan de continuité d'activité serait de prendre une assurance contre l'interruption des activités. Et un assureur prendra ce risque-là pour vous en disant que si vous n'arrivez plus à vendre des billets d'avion parce qu'on a fermé des frontières, parce que, moi, je vous dédommage à tel niveau. Exactement comme le risque que l'assureur prend quand il me dit si le feu détruit tout ce que vous avez dans votre boutique, je vous paye comme ça. Donc, cela peut faire partie de votre plan de continuité d'activité en disant que s'il y avait interruption où les avions ne peuvent pas voler pendant 2 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, vous faites cette évaluation de risque
Et vous allez voir un assureur de la place et que vous discutez. Et cela ferait partie de votre plan de continuité d'activité pour dire, je prends une assurance pour me couvrir et s'il arrive un jour, comme maintenant, nous sommes en plein dans le Covid-19 où les frontières sont fermées, les avions ne peuvent pas voler. S'il arrivait qu'il y avait quelque chose comme cela, alors je vais aller voir mon assureur pour lui dire, écoutez, et parce que vous avez pris cette assurance-là, cela vous permet d'avoir des revenus pour pouvoir garantir les salaires de ce côté-là, ou pour pouvoir vous permettre de monter en charge dans le côté web et faire la transformation de ces employés-là et les transformer peut-être en développeur ou en marketing ou je ne sais plus quoi dans le domaine web pour vous permettre de continuer. Voilà ce que je peux dire. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des risques où vraiment quand ça s'arrête, ça s'arrête. Et la seule autre option, c'est de chercher un assureur qui prend ce risque-là. Parce que dans le domaine de management des risques, il y a plusieurs niveaux de gérer le risque. On peut accepter le risque, on peut décider c'est-à-dire on va accepter le risque, on peut décider de refuser le risque et on met les contrôles en place pour que ce risque-là ne puisse pas arriver. Ou on peut carrément transférer le risque à quelqu'un d'autre, dans le cas des assureurs, dans le cadre d'un autre fournisseur, etc. J'espère que ça répond à votre question. Vraiment édifiant. En fait, ça me montre qu'il y a un travail qui devait être fait en amont. Je suis d'accord qu'en ce qui concerne la continuité des activités, je crois qu'il y a beaucoup de travail et je suis sûr qu'aujourd'hui, si nous allons dans des entreprises et que nous regardons les plans de continuité des activités des entreprises, très peu, et une étude est en train d'être finalisée ici par nous qui regardent les entreprises ici en Europe, très peu ont pensé au risque de pandémie, qui est un risque, très peu. Et donc, voilà. Donc, en réalité, et là encore, il faudrait pouvoir savoir qui ici prend en charge l'assurance d'interruption d'activité. Justement, et peut-être vous n'allez pas trouver d'assureur aussi. Parce que c'est ça la question. Je pense qu'il y a un banquier, monsieur Alain, je ne sais pas, vous pouvez répondre. Oui, c'est-à-dire que la demande, disons que ce que Gilbert vient d'expliquer, c'était déjà pour dire que pour ce cas-là, on transfère le risque, c'est-à-dire qu'en prenant une police d'assurance. Et donc, du coup, maintenant, c'est notre travail. Il faut aller sur la place, voir quel genre de services ils offrent dans ce cadre-là. Et bien entendu, discuter avec eux. Ça, c'est un autre niveau pour la démarche. C'est clair. Voilà. OK, merci. Il y a Jacques Basliken qui voudrait contribuer. Oui, Jacques. Oui, alors ma contribution sur le problème posé par Alain, c'est bien Alain? Oui, alors. En fait, voilà. Le problème qui est posé, c'est que, en fait, il faut pouvoir, comment j'allais dire, sur la base de la nouvelle situation, identifier la masse critique, enfin, la masse minimale que vous pouvez retenir. C'est-à-dire, bon, je ne sais pas comment vous êtes, parce que vous faites une tentative de diversification, vous êtes en train de lancer un processus de diversification. Et ce processus est supporté par l'activité vache à lait qui est déjà bien assise. Mais celle-ci est frappée, comme actuellement par la pandémie. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation où le revenu qui permet de financer le redéploiement, la diversification, et vous en êtes privé. Bon, maintenant, il faut identifier à quel niveau vous êtes de la diversification. Si, par exemple, vous avez déjà acquis le matériel, qui est théoriquement le plus gros investissement, c'est-à-dire si vous avez acquis les logiciels, enfin, quand je dis matériel, il y a immatériel aussi. Si vous avez acquis les logiciels, les ordinateurs, à ce moment-là, ça veut dire que le gros risque pour vous, c'est de maintenir en éveil le personnel qui est avec vous pour que les gars continuent à travailler, malgré qu'il n'y ait pas de salaire ou alors que le salaire soit réduit ou que il y ait une réorganisation sur la distribution des salaires. Donc, si vous êtes encore en phase d'acquisition du matériel, il conviendra avec moi, je pense que ce sera un peu plus difficile. Donc, il faut identifier à quel niveau de la diversification vous êtes pour pouvoir maintenant relancer, réajuster. Comme on parlait tout à l'heure, quand il faisait la présentation, il a bien dit qu'on fait un diagnostic et à partir du diagnostic, on fait
une mise à jour. Mais il faut faire en fait une mise à jour de votre champ des possibles, si je peux dire ça. Je ne sais pas si ça va. Merci, Francis. C'est Roland en passant. C'est Roland qui a posé le problème. Excuse-moi, Roland. Je m'excuse. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ou une autre contribution avant qu'on arrête le webinaire d'aujourd'hui? Oui, Guy, on vous écoute. Bon, à la lumière de tout ce qui a été dit, vu la variété de tous les secteurs où on pourrait implémenter un plan de continuité d'activité, quel serait donc le profil idéal du responsable projet PCA? Alain? Allô? Allô? Ok, tu m'entends? Oui. D'accord, tu demandais à avoir le profil, idéal, profil idéal. Oui. Voilà, le profil idéal. En fait, le profil idéal, c'est en général, vous savez, déjà avant de parler de profil idéal, le PCA, c'est une activité qu'on ne gère pas en base clos. Parce que c'est une activité qui, on va dire quoi, qui a le spectre de cette activité est sur l'ensemble de l'entreprise. Donc, sur ce point de vue-là, vous ne pouvez pas dire qu'il y a quelqu'un qui maîtrise tout sur l'entreprise, non? Il n'y a personne qui maîtrise tout. Parce que même si vous êtes bon informaticien, quand vous allez aller au niveau de la comptabilité ou bien même au niveau de la fiscalité là-bas, vous ne verrez que du feu là-bas. Il faut maintenant que les gens vous expliquent ce qu'ils font comme travail. Voilà. Donc, voilà. on doit donc pouvoir indiquer le chef de ce projet-là doit être quelqu'un qui maîtrise déjà de manière basique la gestion des projets, qui a la culture de l'entreprise, parce que qui a la culture de l'entreprise, parce que lorsqu'on aura identifié, parce que l'identification des risques dont on parle là, si moi je suis chef de projet et que je n'ai pas de connaissances informatiques, quand j'arrive au niveau de l'informatique pour identifier les risques à leur niveau, mais c'est à eux de me dire quand on veut faire telle chose, voilà les risques. Donc, on travaille ensemble pour identifier les risques. Et même souvent, parfois les parades aux risques qu'on va trouver, d'autres solutions viendront d'eux. Donc, toi, en tant que chef de projet, tu n'es là que pour coordonner cette action pour pouvoir produire ce résultat-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sûr que l'ensemble, votre business analysis, votre business analysis, comment on dit ça? L'analyse de vos impacts. L'analyse de vos impacts a intégré l'ensemble des risques potentiels et qu'on n'a peut-être pas rien oublié. Et qu'on a eu, on va dire quoi, on a eu les inputs de toutes les parties prenantes en termes d'un côté des risques, en termes de l'autre côté des solutions possibles pour la couverture de ces risques au cas où ils se réalisent. Donc, c'est quelqu'un qui a une bonne culture d'entreprise et qui sait minimalement gérer les projets et qui comprend bien qu'est-ce qu'on attend de lui dans ce travail de mise en place du plan de continuité. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Bien. Alain, merci beaucoup pour cette excellente présentation de ce soir. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont participé à ce premier webinaire de l'IBT. Le webinaire a été enregistré avec toutes les questions et tous les échanges que nous avons eus. Et le webinaire sera posté sur le site web de l'IBT d'ici lundi, mardi. Et donc, ceux qui n'ont pas pu suivre le webinaire ou si vous voulez revisiter le contenu du webinaire et tout ce que nous nous sommes dit, vous pouvez le faire. Vous recevrez un mail qui vous donnerait le lien vers l'enregistrement de ce webinaire. Pour ceux qui voudraient avoir des slides, envoyez-nous un mail à notre adresse email et nous allons vous renvoyer les slides en format PDF.
Comme ça, vous pouvez avoir des slides. Et si vous avez des questions spécifiques sur le sujet, n'hésitez pas à contacter Alain Keluté. Il y a son adresse email là. Vous pouvez le contacter ou vous pouvez me contacter ou vous pouvez contacter IBT si vous avez des questions spécifiques, si vous avez besoin des conseils un peu plus approfondis sur le sujet. Nous sommes là pour vous aider. Parce que vous savez, en 1 heure de temps, on ne peut pas tout couvrir en ce qui concerne ce domaine très vaste de la continuité, du management de la continuité des activités. Alors, merci et merci encore à tout le monde et bonne soirée à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous.